Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler entre autres de la nomination du nouveau Premier ministre Michel Barnier. Mais pour commencer la vidéo, je voulais revenir d'abord sur l'actualité de la semaine passée en m'attardant notamment sur le traitement médiatique de celle-ci, qui a été particulièrement bizarre. Alors on a eu dans un premier temps l'affaire tragique de la jeune Camilla renversée par une moto à Valoris. Il semblerait, je parle au conditionnel, que ce soit un jeune garçon sans problème, français, né en France, de parents français, un jeune fille, comme il en existe des centaines de milliers sur notre territoire. On n'est pas du tout en train d'excuser sa conduite ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et par rapport à tout ce que vous disiez tout à l'heure sur les tentatives de déstabilisation, on est sur un profil tout à fait lambda, inconnu des services de police. Visiblement, et encore une fois, je parle au conditionnel, la moto était assurée, il avait son permis de conduire. Donc si vous voulez, on est loin du profil qu'on voulait nous présenter comme étant celui de l'individu qui multirécidiviste, etc. Pourquoi je fais cette observation-là? Et ça va être le mot de la fin, c'est ce que m'a demandé la famille. Pas d'instrumentalisation de leur drame. Bon, je tenais d'abord à souligner que le père de Camilla, qui s'est exprimé dans les médias, a été particulièrement digne et fort dans les propos, malgré la douleur inimaginable qu'il doit ressentir. Mais là, on avait justement affaire à l'avocat de la famille de Camilla, à qui les médias ont beaucoup donné la parole et qui dresse un portrait très honnête de l'accusé sans le charger plus que ça. Où je veux en venir, c'est que si l'accusé avait été noir ou arabe, le traitement aurait été complètement différent. On n'aurait pas donné la parole à un avocat qui serait venu un peu lisser l'image de l'accusé. Une autre affaire abominable, c'est celle de Gisèle Pernicot et des viols de Mazan. C'est une femme incroyable de dignité et de force qui arrive ce matin à l'audience. Pendant plus de 2 heures, elle va raconter son calvaire face à son ex-mari dans le box et aux 50 accusés, des hommes tous dissimulés derrière leur casquette et leur masque, qui devront eux aussi répondre de viols aggravés sur une femme inconsciente et droguée. À la barre, elle revient sur ce jour de novembre 2022 où son monde s'est écroulé. Le jour où elle se voit sur des vidéos dans sa chambre à coucher avec des hommes inconnus, à côté d'elle, sur elle. J'avais envie de disparaître, dit-elle. Une descente aux enfers qui va durer 10 ans. Personne n'a eu pitié de moi, dit-elle. Pas même mon mari qui voyait ma santé physique et mentale se détériorer. Un témoignage qui bouleverse la cour d'assises jusqu'à l'accusé dans le box, père de ses 3 enfants. À la suspension, il s'est effondré. Il s'expliquera encore une fois, parce que c'est impardonnable, qu'on soit clair, on n'est pas là pour minimiser quoi que ce soit. Une mère qui a souhaité que ce procès soit public pour, dit-elle, que la honte change de camp. Là, c'est pire qu'un film d'horreur, vraiment. Et est-ce que vous trouvez que le traitement médiatique a été à la hauteur de la monstruosité que cette femme a vécue? Je pense pas. Et maintenant, imaginez que le mari, l'accusé, soit un noir ou un arabe. Je suis pénible avec ça, mais c'est très important de voir l'invisibilisation des affaires où l'accusé est blanc, comme dans l'affaire Maman Mimi, dont je parle très régulièrement dans mes vidéos, ou bien dans l'affaire des 2 rugbymen du 15 de France accusés d'agression sexuelle en Argentine. Porque me trataron salvajemente brutal como un pedazo de carne. Rafael Cuneo Libarona est l'avocat des joueurs. C'est lui qui a établi la stratégie judiciaire dans ce dossier. Tous les faisceaux d'indices indiquent qu'ils sont pour le moment innocents. Pour le moment. Maintenant, ce qu'il reste à verser au dossier, c'est l'examen psychologique et psychiatrique de la plaignante que j'ai demandé par écrit et qui sera réalisé ces prochains jours. Et j'espère qu'ils repartiront en France dans très peu de temps, complètement acquittés. Que la comitiva francesa ahora reclame a sus jugadores que los necesitan. Están poniendo tanta plata en este juicio para sacarlos y que sean libres como héroes que ellos no hicieron nada. Pour la Fédération française de rugby, il y aura un avant et un après Mendoza. Elle attend toujours aujourd'hui les conclusions de la justice. Attention, c'est pas le fait qu'il soit coupable ou non que je pointe du doigt, mais plutôt le traitement médiatique autour de tout ça. C'est-à-dire qu'en France, à partir du moment où tu es simplement accusé, le traitement médiatique sera différent que tu sois noir, blanc ou arabe. Et on a pu le voir à de nombreuses reprises. Imaginez simplement qu'à la place de ces 2 rugbymen, on aurait 2 joueurs de l'équipe de France de football comme Marcus Thuram ou Ousmane Dembélé qui sont noirs. Ça aurait fait la une de tous les journaux pendant des mois. Et on a pu le voir notamment pendant l'affaire Zaya, rappelez-vous, avec Karim Benzema, ou plus récemment avec l'affaire Benjamin Mendy.
Le procès du footballeur Benjamin Mendy pour viol s'ouvre aujourd'hui en Angleterre. Il va comparaître pour 10 chefs d'accusation, 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Tous les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Presbury dans le nord-ouest de l'Angleterre. Le footballeur de 28 ans nie toutes les accusations et a plaidé non coupable. Il est jugé aux côtés d'un autre homme de 40 ans qui lui est accusé de 8 viols et 4 agressions sexuelles et qui a également plaidé non coupable. Dans l'attente du procès, le footballeur avait été placé en détention provisoire. Benjamin Mendy a passé plus de 4 mois en prison avant d'être libéré sous caution le 7 janvier dernier. Mendy risque la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté allant jusqu'à 19 ans. Il y a 4 ans, le footballeur remportait la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Tous les médias lui ont craché dessus pendant des années, avec des mises à jour régulières, etc., etc. Mais pour les rugbymen ou l'affaire Mimi, c'est silence radio. On dirait qu'il y a deux types de citoyens. D'un côté, ceux qui ont le droit à ce que leur souffrance soit reconnue médiatiquement et politiquement, et de l'autre, ceux qui n'ont pas droit à cette reconnaissance. Et ça me permet de rebondir sur notre nouveau Premier ministre qui, lors de son investiture, a parlé des gens d'en bas. J'ai appris dans ma longue vie publique que les bonnes idées venaient de partout, d'ailleurs, souvent des gens les plus modestes ou les plus simples, quand on prend le soin de les écouter. Et j'ai bien des exemples en tête de progrès, petits ou grands, qui ont été accomplis grâce à des idées, de bonnes solutions apportées par des gens d'en bas, qu'il faut respecter. Et comme il est validé par l'extrême droite, mais on en reparlera juste après, on a CNews qui, au travers du rédacteur en chef du JDD, est venu à son secours. Alors, les gens d'en bas. Déjà, je vais poser une question. Est-ce que ça existe ou pas, les gens d'en bas et les gens d'en haut? Réponse, oui. On sait très bien. On les appelle catégories populaires, élites, pour ne pas les nommer comme ça, mais on sait tous ce que ça veut dire. Ça existe. Il y a des Français qui vivent plus chichement, qui sont plus simples, plus modestes, etc. que d'autres. Et donc, c'est à ça qu'il fait référence. Ensuite, je note que c'est pour en dire du bien. C'est pour dire que les solutions parfois viennent d'eux. Donc pour la partie méprisant, etc., on repassera. Troisièmement, est-ce que le terme est maladroit, etc. Honnêtement, moi, alors, c'est vrai que je parle souvent des gilets jaunes. Je suis désolé, c'est des gens qui parlent d'eux en s'appelant eux-mêmes les gens d'en bas. Nous, les gens d'en bas, nous, les gens simples, nous, les pauvres. Donc, je ne crois pas que ce soit vraiment une injure. On n'est pas sur François Hollande qui disait les sans-dents à propos de justement des gens d'en bas. Ou les gens qui ne sont rien, ça c'était Emmanuel Macron. Ou les gens qui ne sont rien, qui étaient peut-être un peu plus contestables, en effet. Il dit clairement de la merde quand il parle des gilets jaunes, mais ça ne m'étonne pas venant d'un bourgeois. Parce que les gilets jaunes, en se définissant parfois comme la France d'en bas, ils dénonçaient justement le fait que les élites les percevaient comme les gens d'en bas, et que le système bourgeois les maltraitait comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone. C'était pour dénoncer comment ils étaient perçus et non pas comment ils se percevaient. C'est comme quand l'abbé Pierre parle de ceux qui ont tout et ceux qui sont désespérés et n'ont rien. C'est pour le dénoncer. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir. Voilà, donc il y a quand même une différence entre l'abbé Pierre qui dénonce ceux qui sont désespérés et n'ont rien, et par exemple Macron qui parlait de ceux qui ne sont rien. D'un côté on méprise, de l'autre côté on dénonce. Bref, en tout cas, Michel Barnier est le Premier ministre, et pour faire simple, les membres du Rassemblement national l'ont validé, ils sont contents. Mais croyez-moi, s'il nous refait du Macron, s'il continue avec l'immigration galopante, si on continue avec l'insécurité, nous on sera là et on lui dira au revoir à monsieur Barnier. Donc c'est sous contrôle, c'est la moins pire des solutions qui nous étaient proposées. C'est aussi une solution intermédiaire, hein. Clairement, je pense qu'on est à peu près tous convaincus qu'il y aura un jour ou l'autre des élections anticipées. Et on comprend bien pourquoi ils sont contents quand on voit la ligne politique de Michel Barnier. Vous avez utilisé tout à l'heure un mot qui est important, qui n'est pas un gros mot pour moi. Il est même dans le Code civil, c'est celui d'assimilation. Pas plus d'ailleurs que le mot, Philippe, d'identité nationale n'est un gros mot. Je pense qu'il faut stopper les flux migratoires
Et c'est l'objet de cette proposition que j'ai faite d'un moratoire de 3 à 5 ans, de cette protection constitutionnelle qui sera soumise aux Français pour limiter ou arrêter le regroupement familial, arrêter les régularisations. Et pour mieux intégrer ceux qui sont sur notre... Et naturellement, c'est ça que je veux vous dire. Voilà, donc c'est un peu pénible, on va vite passer sur tout ça parce que c'était prévisible. J'en ai parlé plusieurs fois, moi je vote pas, parce qu'au final c'est la bourgeoisie qui gagne. C'est pas forcément une question de candidat, c'est le système qui fait en sorte que les plus pourris l'emportent depuis 40 ans. Bref, de l'autre côté, on a la gauche qui est un petit peu en colère, on peut le dire, et ça se voit dans leurs réponses aux journalistes notamment. Enfin, d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, pourquoi est-ce que au début personne ne pensait à Michel Barnier ? Tout simplement parce que c'est absurde. Parce que avoir comme Premier ministre le représentant d'un parti qui a fait un peu moins de 5% aux élections législatives, c'est une absurdité totale. Et vous avez eu cette phrase, il tasse des noms parce que c'est un pervers. Vous êtes allé sur un terrain que beaucoup disent en off, mais pas officiellement sur une radio de grande écoute. Est-ce qu'un responsable politique devrait dire ça ? Mais attendez, c'est dingue cette question. Non, je pose une question. Tout le monde le mot de pervers, personne ne l'avait encore utilisé. Non, mais vous me dites tout le monde le dit en off. Mais vous le dites à la télé. Mais parce que moi, je savais pas que quand on était en politique, il y avait les trucs qu'on disait pas à la télé, les trucs qu'on disait à la télé. Ce que vous voulez dire, c'est que la plupart du monde politique et journalistique a un double langage. Tiens, comme ça, c'est le côté représentabilité. Que je sois à la télé, chez moi, en famille, dans la rue ou avec des militants, je dis la même chose, voyez-vous. Emmanuel Macron a un comportement de pervers. Et il y a notamment une masterclass, je trouve, de Manuel Bompard, qui va casser l'ambiance sur un plateau télé. Je vous partage ça, c'est un délice. Pour le reste, si maintenant vous voulez que ce soit les sondages qui déterminent ce que les gens pensent des uns et des autres, je vais vous dire, vous allez avoir un problème. Par exemple, moi j'ai retrouvé un sondage qui dit que 59% des Français pensent que les journalistes ne sont pas indépendants. Vous trouvez pas ça normal, non ? Donc vous voyez, des fois, il faut faire un petit peu attention. 56% des Français pensent que les journalistes ne résistent pas aux pressions de l'argent. C'est un sondage qui a été publié l'année dernière. Donc vous voyez, parfois, il faut faire attention avec ce qu'il y a dans les sondages. Les sondages, ça ne dit pas toujours la vérité. Parce que je pense que vous ne pensez pas que vous n'êtes pas indépendant ou que vous savez résister, vous pensez que vous savez résister. C'est bien, on salue l'effort, ça fait plaisir de voir des journalistes en difficulté comme ça. Mais vous vous êtes alliés à des traîtres assumés. Le Parti socialiste, c'est un parti de trahison assumé en fait. Michel Barnier s'est dit hier soir ouvert à des personnalités de gauche dans son gouvernement. Il vous appelle, là, il vous propose, vous dites quoi ? Alors, si Michel Barnier m'appelle, je lui dis Monsieur le Premier ministre, merci, mais pour moi, ça serait de la compromission que de travailler avec vous. Ça serait de la compromission de travailler avec un Premier ministre. Pourquoi pas de compromis et maintenant de la compromission ? Parce que la différence qu'il y a, Madame Halimi, travailler sur un compromis, c'est faire en sorte que toutes celles et ceux qui incarnent le bloc républicain puissent trouver des chemins de solution. La compromission, pour moi, ce serait ne pas respecter le résultat des électrices et des électeurs. Oh là là, mais dans ton cas, compromis et compromission, c'est exactement la même chose. Ce qui avait été plutôt clair dans ces élections, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est que les électeurs ont clairement dit qu'ils ne voulaient plus de la politique Macron. Et lui, il veut aller faire un compromis avec la Macronie. Mais c'est encore soft, parce que le PS n'appelle même pas à manifester. C'est-à-dire qu'ils ne font même pas semblant d'être un parti d'opposition. Nous avons adressé une lettre avec 10 points en disant... Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Non, mais c'est des ultimatums. C'est pas un ultimatum. Ah, parce que ce qu'on vient de faire là, le plus grand hold-up politique que nous avons connu sous la 5e... D'accord. Ça, c'est Vous allez participer au rassemblement qui est le 7, prévu samedi ? Non, nous ne participerons pas et nous n'appelons pas à manifester. Pourquoi ? Parce que pour nous, la question, le débat doit se faire à l'Assemblée. Et donc, nous sommes des parlementaires, nous irons discuter à l'Assemblée, nous déciderons effectivement d'une censure, parce que moi, j'ai très peu de doutes sur les mesures très à droite qui vont être mises en avant. Voilà, la messe est dite. Il ne fallait pas ressusciter le cadavre du Parti socialiste, c'est bien fait. Mais en même temps, pour être tout à fait honnête, les manifestations, c'est bien en soi. Mais là, on a un mec qui a crevé des yeux, coupé des doigts, des mains, parce que les gilets jaunes demandaient juste à pouvoir vivre dignement. Donc les manifs bien gentillettes, je pense que Macron et la bourgeoisie, ils s'en tartinent le fion.
Alors c'est bien, c'est au moins ça de fait, et ça permet de mettre certains sujets sur le devant de la scène, c'est vrai. Mais on est bien conscient que le pouvoir, ça se demande pas avec des banderoles et des slogans. En tout cas, tout s'est bien déroulé, sans heurts et tant mieux, sauf que Shannon Seban, qui n'est personne, elle a perdu les législatives, mais elle est invitée sur tous les plateaux télé, elle déplore la présence de drapeaux palestiniens. Est-ce que vous êtes sûr que cet après-midi, c'est une manifestation contre la nomination de M. Barnier ? Non, parce que je vois les drapeaux palestiniens au cours de la manifestation. Donc moi, je m'interroge. Est-ce qu'on est ici sur une manifestation contre la nomination de M. Michel Barnier ? Est-ce qu'on est... Oui, mais aussi. Ou est-ce qu'on est pour une manifestation pour la cause palestinienne ? J'ai envie de dire, qui es-tu ? Qui es-tu, Shannon ? Que représentes-tu ? Et ensuite, t'es bien gentil, mais le Premier ministre, et tu le sais, il est bien sioniste comme il faut, regarde. Venir en Israël, c'est d'abord respecter un devoir de mémoire, ne jamais oublier. Sur l'un des murs du mémorial de Yad Vashem, il est écrit « On ne juge la grandeur d'un pays, non pas sur ce qu'il fait, mais bien plus sur ce qu'il tolère. » Quelle émotion de déposer ici une gerbe en hommage aux victimes de la Shoah, aux côtés de Pierre-François Veil et de Yohann Arfi. L'antisémitisme qui ressurgit dans nos sociétés doit être combattu partout et à tout moment. Aucune forme de racisme et d'antisémitisme ne doit être tolérée. Écoutez, je l'attends sur l'île de Gorée aussi. S'il a 2-3 trous dans son calendrier, je l'attends sur l'île de Gorée. Et en plus, ça c'était le 7 février. Il n'avait aucun mandat à l'époque. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Donc c'est en qualité de quoi qu'il est parti faire ça? Et j'ai regardé son compte, pas un mot sur les civils palestiniens à ce jour. Donc oui, la présence de drapeaux palestiniens dans les manifs est pertinente pour ne pas oublier que la France est un pays dans lequel des sionistes d'élite peuvent tout dire sans aucune sanction. Tous les grands génocides, que ce soit le massacre au Rwanda, que ce soit pour les Juifs, ça correspond à peu près à plus de 50% de la population globale. Tous les génocides de l'histoire, ne parlons même pas des Indiens d'Amérique. Tous. Là, on est à moins de 1%. Alors, c'est horrible, hein. Une guerre... Mais d'abord, cette guerre, je ne vais pas le redire. Non. On nous l'a provoquée, on est obligé de répondre. Et on fait tout pour éviter les populations civiles, ce que le Hamas ne fait pas. Mais à un moment, on ne peut pas mentir à ce point. S'il y avait, sur les 2,5 millions de Palestiniens, 800 000 morts, je dirais oui, il y a un risque de génocide. Là, il n'y a ni risque de génocide, ni massacre. Je dis même un exploit, et je l'ai démontré ici, de l'armée israélienne qui fait un miracle pour éviter le maximum de victimes civiles. Et il y en a... Voilà, donc ça rejoint les propos orduriers de Mohamed Sifawi qui disait qu'il y avait trop peu de morts civiles à Gaza. On passe à la vitesse supérieure là. Il conteste plus le décompte des morts civiles, il trouve que des dizaines de milliers de morts, avec une part importante de femmes et d'enfants, c'est pas énorme en soi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous très vite avec une vidéo où on va creuser un peu plus profondément le 2 poids 2 mesures dans le traitement de l'actualité. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.